Paul-Antoine, Mathieu, Jeanne. Bonjour et merci d'être présent avec moi autour de cette nouvelle table ronde de capsules. Aujourd'hui, on va parler entreprise et numérique et on va surtout parler de ces deux sujets spécialement en Corse et de l'enjeu d'Internet et de la dématérialisation pour les entreprises insulaires. Je suis Audrey Royer et c'est parti pour cette nouvelle capsule. Donc autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Paul-Antoine Bisgambiglia, enseignant-chercheur et maître de conférence à l'Université de Corse. Merci d'être présent. Une petite présentation en une phrase. Oui, du coup, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc effectivement, je suis enseignant-chercheur à l'université, donc enseignant principalement responsable pédagogique des filières en informatique, notamment du master développeur full stack et au niveau de la recherche, donc chercheur dans un laboratoire CNRS. Très bien. Merci. Mathieu Istria, donc nous t'avons eu pour ton portrait capsule il y a peu. Tu nous as parlé de tout ton parcours entrepreneurial et aujourd'hui tu es donc expert sur cette table. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Une petite présentation. Oui, merci pour l'invitation. Bien moi je suis CEO de l'entreprise Good Cloud. Donc nous on réalise des logiciels personnalisés pour nos clients ainsi que des sites internet. Et on aspire à viser l'international d'ici peu. Super, très bien. Et dernière personne, Jeanne Ventourin. Merci d'être présent. En plus, tu t'es spécialement rendu disponible pour cette table ronde à un jour de l'enregistrement, donc je t'en remercie. Tu es président et cofondateur de l'agence de communication Coalita. Est-ce que tu peux nous la pitcher rapidement ? Bien sûr, bon, merci pour l'invitation, bonjour. Du coup, Coalita, c'est une agence de communication qui a deux volets d'activité, un volet création de site internet standard et une partie d'accompagnement des TPE et des PME dans leur réflexion de croissance et de communication. Super, très bien. Bon, une belle table qui commence. Du coup, moi, j'ai une question. C'est quoi une entreprise numérique ou une entreprise dans le numérique ? Ah, du coup, on ne sait pas, on se regarde tous, c'est un petit peu qui compte. Il faut se lancer. Après, je peux me lancer et vous rebondissez sur ce que je dis si vous voulez. J'ai une petite définition. Utilisons-la. La définition, c'est l'entreprise numérique, c'est créer ou transformer en s'appuyant sur les outils du numérique pour devenir plus performante sur son marché, dans son organisation, son management, ses méthodes de travail et ses relations humaines. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de l'entreprise numérique ? Je la trouve un petit peu large. Après, on est en France et en France, il y a tout de même à la fois des frontières larges et fines entre numérique, informatique, digital. Et moi, la définition, si on la prend comme ça, un petit peu de but en blanc, je trouve qu'elle toucherait toutes les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, le numérique, on en reparlera, je pense qu'il est présent énormément dans notre société. On travaille tous avec, là autour de la table. Et du coup, cette définition correspond à peu près à toutes les entreprises qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on a besoin d'essayer de rentrer dans des domaines spécifiques. Donc, si on tourne autour de la Corse, quelles sont les entreprises qui sont peut-être développées grâce au numérique ou qui vraiment ont le numérique comme cœur d'activité. Mais je pense qu'il faudrait essayer de raffiner peut-être un petit cette définition qui me semble un peu trop large. Après, ça dépend si on parle de nécessité du numérique pour l'entreprise en question. Est-ce qu'elle a vraiment besoin du numérique ? Si demain on était dans un monde où il n'y avait plus de numérique, est-ce qu'elle continuerait de fonctionner ? Est-ce qu'elle pourrait fonctionner ? Concrètement, Good Cloud, non, puisqu'elle agit complètement dans ce scope-là. Par exemple, d'autres commerçants, des vendeurs de légumes ou autres, si demain il n'y avait plus Internet, voire même plus d'électricité, l'entreprise fonctionnerait encore. Donc après, ça dépend de ce qu'on définit une entreprise du numérique ou non. Mais par contre, elle peut quand même promouvoir son activité sur Internet, qui peut lui faire booster ses ventes, et qui est aujourd'hui non négligeable, puisque la majorité de la population, en tout cas en Corse et même mondiale de manière générale, se trouve sur Internet. Donc c'est vrai qu'il y a un peu un point de corrélation, mais ça dépend de comment on tourne la question en fait.
Moi, je m'étais demandé même si une entreprise de prestation de services, c'était une entreprise du numérique. J'ai une entreprise de community management. Je ne me considérais pas comme une entreprise du numérique, mais en fait, Bien sûr. typiquement, je le suis, je fais les réseaux sociaux des entreprises, quoi. À partir du moment où on est dans une société qui est une société numérique, une entreprise, elle est ancrée dans la société dont elle fait partie. Donc, par définition, elle va être d'une certaine façon numérique. Après, je pense qu'il faut faire la distinction entre les entreprises dont le numérique est le cœur d'activité principale, comme une agence de com, comme une entreprise qui va faire de la technologie ou un site de vente en ligne, et une entreprise on va dire plus traditionnelle qui va vendre des produits ou des services qui vont être physiques ou concrets et qui va se servir des outils numériques pour croître, pour exister, pour faire communiquer ses salariés, etc., etc. Donc, toute entreprise a forcément un volet numérique parce que la société aujourd'hui est numérique, mais il y a des entreprises dont c'est le cœur de métier. Ouais. Et puis, est-ce que, par exemple, ça pourrait servir des entreprises insulaires de travailler dans le numérique pour pouvoir agrandir son marché, par exemple, ses clients ou ses partenaires, sa visibilité, etc. Par définition, la Corse, c'est une île. Donc, à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin que la mer. Donc, dès l'instant où une entreprise elle a envie de croître sur des marchés qui vont être supérieurs à ce que le marché insulaire propose, elle va avoir besoin d'outils numériques, elle va avoir besoin d'attaquer le reste du territoire, elle va avoir besoin d'attaquer l'Europe, le bassin méditerranéen, etc., etc. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises insulaires ou même pas insulaires qui vont attaquer des secteurs spécifiques comme le bassin méditerranéen par exemple, des entreprises qui sont spécialisées dans le bassin méditerranéen, qui vont être spécialisées dans l'Europe de l'Ouest, qui vont être spécialisées dans l'Amérique du Nord, etc., etc. Donc le numérique est un outil de développement, ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, on a une contrainte physique qui est dans notre zone de chalandise, des clients potentiels, des consommateurs de nos produits ou de nos services, et ils sont en quantité limitée. Moi, je trouve qu'il y a le modèle de l'entreprise qui est important dans tout ça, parce qu'en fait, on parle beaucoup de start-up, c'est le côté entreprise qui fait le plus rêver actuellement. Et c'est vrai que dans le modèle start-up, on doit multiplier, c'est un modèle qui, en termes de croissance, qui doit être exponentiel, peut-être de croissance ou de nombre d'utilisateurs qui vont venir utiliser si c'est un service. Et donc, du coup, forcément, la Corse, c'est limité à la population. Donc, la communication et le numérique, je pense qu'on a deux bons exemples autour de la table. Pour la communication et l'envie d'essayer d'ouvrir son entreprise sur d'autres marchés, où on va aller forcément chercher des clients ailleurs. Bien sûr. Et si on regarde les entreprises en Corse qui ont, alors je recentre du coup pour le coup sur le numérique, plutôt le côté informatique, mais qui ont connu ces dernières années des belles réussites, c'est parce qu'elles ont été en capacité de très rapidement aller chercher des clients sur le continent et également au niveau mondial. Oui, ou même se renouveler sans cesse, parce que qui dit numérique ou qui dit développement sur Internet dit sans cesse évoluer sur ses moyens, soit sur ses outils de travail, soit alors sur ses moyens de communication. Tant Instagram, ça a évolué, tant le fait de développer des sites Internet, ça a évolué ces dernières années aussi. Notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, etc., qui a mis un grand coup en vrai dans cette industrie-là de manière globale, puisque maintenant c'est plutôt facile si on veut créer un site internet qui n'est pas spécialement très performant ou même pour de la com, pour générer des images, etc. Honnêtement, je pense qu'il y a toujours une partie qui aura besoin d'intervention humaine et d'une expertise approfondie, puisque dans tous les cas, il y aura toujours besoin de personnes pour créer ces intelligences-là, ces pseudo-intelligences-là en tout cas, qui vont nous permettre de faire ça, et notamment sur approfondir des notions qui peuvent changer suivant les supports sur lesquels on est. Donc concrètement, il faut arriver à joindre les deux bouts, quoi. Nous, sur 2023, un de nos gros chantiers de travail au niveau de Qualitas, ça a été de fluidifier et d'améliorer l'expérience client. Et pour faire ça, on s'est servi d'outils numériques et on a mis en place des process avec une partie d'automatisation de tâches, avec une partie d'échange numérique, avec un tableau de bord que tous nos clients ont accès à un tableau de bord qui leur est propre, où ils vont avoir de l'information qui est mise à jour en temps réel, avec voilà, vous avez ces tâches-là à faire parce qu'on a besoin de ça pour avancer, vous avez ce document ici à consulter, etc., etc. Et en fait, toute cette partie de
de fluidification de l'expérience client, de personnalisation des échanges, elle n'existe que parce que les outils numériques nous permettent de le faire aujourd'hui. Elle est possible grâce au numérique. C'est-à-dire qu'on a enlevé toute la partie contrainte et contraignante de tâches lourdes, répétitives et pas hyper intéressantes, et on se concentre sur l'aspect vraiment de travail personnalisé avec le client grâce à des outils comme ça. Donc l'outil numérique nous permet de faire passer notre prestation, on va dire, au niveau supérieur, entre guillemets. Pour l'optimisation du temps, notamment, soit pour la partie client ou pour la partie gestion en interne, je suppose que ça doit être beaucoup plus facile. Bien sûr. Ouais, forcément. Ouais, on revient un peu sur la définition qui dit les entreprises se sont appuyées sur des outils numériques pour devenir plus performantes. Bien sûr. Sur leur marché, bien sûr. sur leurs services et sur leur rapport aux clients, par exemple. Le monde numérique ouvre aussi l'entreprise à une concurrence qui va être mondiale. Donc à partir du moment où sur un appel d'offres, un marché, n'importe quoi, il peut y avoir des entreprises du reste du monde qui peuvent, entre guillemets, peuvent venir faire compétition avec l'entreprise, il y a une nécessité d'utiliser les meilleurs outils pour gagner en efficacité et en qualité de ce qu'on fait. Donc, on a 2 chefs d'entreprise ici. Est-ce que vous avez déjà pensé à devenir 100% numérique ? Alors, c'est-à-dire ne pas avoir de bureau, c'est ça ? Oui, moi j'ai noté la SAV, la relation client, la prospection, les partenaires, les fournisseurs, etc. Ok. Alors, est-ce que ça serait possible de tout digitaliser, de tout dématérialiser ? Alors oui, c'est possible. Après, on a différents types de clients, concrètement, et tout dépend de ce qu'on va aller vendre. Si c'est des prestations plus ou moins pointues, ou est-ce qu'il y a besoin d'aller voir des responsables d'un produit actuel pour l'améliorer, ou pour construire quelque chose à partir de cette base-là, qui pourrait prendre du temps, qui pourrait nécessiter beaucoup plus de compréhension. Il faut faire face à des équipes qui ont déjà travaillé dessus. Donc pour ce genre de cas-là, non, c'est clairement pas possible, puisque l'information circule beaucoup mieux et il y a quand même un contact humain qui est assez nécessaire, d'une part pour mieux vendre concrètement, et d'autre part pour mieux comprendre le besoin. Parce que mine de rien, la visioconférence, je trouve que ça résout pas tout. Ça rajoute du rapport humain qu'on n'a pas au téléphone, mais il n'y a pas tous les rapports humains nécessaires, en tout cas pour améliorer le feeling qu'il pourrait y avoir avec les autres personnes. Concrètement, il y a une autre partie qui, elle, est beaucoup plus facile. Par exemple, pour de la création de sites internet, oui, clairement, c'est même plus facile et peut-être plus rentable pour nous aujourd'hui de faire de la visio, de passer par les appels téléphoniques. Et puis même pour la personne en face, c'est plus simple parce que c'est pas comme s'il y avait un chantier immense à développer. On est quand même aujourd'hui où on a nous-mêmes développé nos outils en interne pour pouvoir mener à bien cette mission. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a l'habitude de faire comme ça. Mais sur des plus gros chantiers, il est nécessaire d'avoir des réunions. Même par exemple, si on veut travailler pour une appel d'offres, c'est pas possible de le faire. Enfin, en tout cas, c'est rare, sauf conditions exceptionnelles, de faire tout en distanciel. Généralement, on a des convocations avec les personnes qui supervisent un service, de discuter avec eux. Il y a peut-être plusieurs personnes, donc généralement, ils souhaitent nous voir. Et puis voilà. Donc je pense qu'il y a une partie oui et l'autre clairement pas. La question, je la trouve vraiment pertinente et je trouve qu'elle c'est un peu un marqueur de notre temps. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle avec les métiers qui vont disparaître ou les métiers qui vont évoluer. Et c'est vrai que cette question, même pour les enseignants, on se dit aujourd'hui, pourquoi ne pas mettre des étudiants devant une intelligence artificielle qui a une patience infinie, qui a une mémoire presque infinie. On en parle de la même chose pour la médecine. On se dit, mais les médecins, des fois, au bout d'un moment, ils sont fatigués, ils ont vu trop de patients, on va mettre une intelligence artificielle, elle est jamais fatiguée, toujours un peu la même rengaine. À côté de ça, on voit qu'il y a des grosses marques, Amazon par exemple a essayé, mais même nos supermarchés, où ils ont essayé, à un moment donné, ils se sont dit, on va sortir les caissiers et les caissières et on va mettre que des caisses automatiques, et ça n'a pas marché, parce qu'il y a tout de même, peu importe la génération, même si plus on avance et plus les générations elles évoluent, et peut-être que ce contact humain il va être perdu, mais la majorité des gens ont besoin du contact humain. Et donc, la question, elle est un petit peu bizarre parce qu'à la fois, on se projette en se disant est-ce qu'on ne va pas être remplacé par du 100% numérique, l'intelligence artificielle étant potentiellement la marque la plus éloignée.
Et à côté de ça, je pense qu'on est tous heureux lorsqu'on va acheter du pain et qu'on peut encore payer en liquide avec la personne qu'on a en face et qu'on n'a pas un automate. Donc, pas de réponse joker pour ta question. Non, mais je trouve que la société sur ça... C'est intéressant, oui, bien sûr. Même parce qu'on pourrait se dire au bout d'un moment sur des niches ou des prestations de services très particulières, la Corse, on n'a pas ce type de client par exemple. Mais je veux vraiment rester en Corse, c'est mon île, c'est là où j'ai ma maison, ma famille, etc. On en a parlé tout à l'heure en off, le Covid, ça nous a quand même permis au moins de pouvoir envisager ce distanciel et d'une manière peut-être même plus sereine ou de l'apprécier plus ou pas. Mais voilà le pourquoi cette question du 100% dématérialisé, parce qu'au bout d'un moment, est-ce que si on a envie, même on a des compétences hyper pointues et on peut aller les vendre en Amérique ou dans d'autres pays, pourquoi est-ce que ça serait possible ? Du coup, je trouve que tu détournes un petit peu ta question, mais c'est bien joué. C'est plus le 100%. On peut être une entreprise individuelle. Oui. Non, mais du coup, c'est peut-être plus le 100% dématérialisé au sens où on l'avait compris au départ, mais c'est à un moment donné comment toi tu peux vendre ton expertise du coup au monde entier. Et on en revient un petit peu au fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les frontières ont tendance sur une partie du globe à se casser. Et pour peu que tu maîtrises l'anglais, les jobs sont ouverts quasiment sur toute la planète. Et donc, du coup, tu peux travailler de la Corse pour une boîte à Paris, aux Pays-Bas, aux États-Unis ou même en Asie. Et effectivement... ça serait tout dématérialisé. Même notre recherche d'emploi, oui, au sens où tu utilises une plateforme qui fait le lien. Oui, mais ton travail, il est concret. Enfin, tu vas tout de même... un développeur, il va tout de même faire du code et il va produire quelque chose. La dématérialisation, c'est tes relations avec les gens, ta recherche d'emploi, effectivement. Oui. Et sur ça, tu as raison. Je pense que la période de confinement qu'on a vécue, elle a eu des impacts forts dans le numérique ou dans l'informatique. C'est une croissance très importante des entreprises et des services numériques pendant cette période-là. On s'est tous retrouvés un peu enfermés chez nous, à nous ennuyer, du coup à s'abonner à Netflix, à passer du temps sur Amazon. Donc ça a augmenté la croissance. Et, donc là, c'est vraiment pour la société de consommation, mais même les entreprises qui se sont retrouvés à devoir gérer leurs employés à distance. Ils ont investi dans Zoom, ils ont investi dans Slack. Il y a des outils qui ont explosé. Et également, cette possibilité d'être employé un petit peu n'importe où. Et ça, effectivement, c'est vraiment un constat. Alors, il faudrait regarder maintenant, a posteriori, est-ce que ça se maintient ou si ça a tendance à s'effriter. Des retours que nous, on peut avoir de personnes qui embauchent des gens, quand tu travailles 100% à distance, c'est très humain dépendant. Ta manière de vivre les choses, deux personnes ne vont pas la percevoir de la même manière. Il y en a qui seront très contents, très casaniers, ils sont très contents de pouvoir travailler sous leur couette, mais c'est des cas assez rares finalement. Il y a beaucoup d'entre nous avons besoin du contact humain. Et si tu n'arrives pas de temps en temps... Alors, il y en a qui le font très bien, des managers qui arrivent, même en Zoom à distance, à créer des salons dédiés pour qu'il y ait toujours du contact qui se fasse entre les employés. Il y a des entreprises qui avaient flairé très rapidement, on va dire, le bon filon, surtout sur Paris notamment, parce que les loyers sont chers, en rendant leurs locaux et en disant, à la place de ça, on va aider nos employés à bien s'équiper et on va aussi faire une sorte d'une semaine par trimestre ou tous les 6 mois, une sorte d'intégration où ils vont tous se retrouver, parce que on perd tout de même quelque chose à distance. Et alors ça, c'est les études qui le montrent. On parlait tout à l'heure un peu de soft skills. Il y a des discussions de bureau, de pause café, qui permettent la meilleure compréhension de certaines tâches, la résolution de problèmes à plusieurs, la cohésion de l'équipe. La cohésion de l'équipe. L'humain, au final. Oui, tous ces rapports bien humains. Sûr.
Et en fait, ça, ça s'effrite au fur et à mesure quand il y a à distance. Et les entreprises, elles perdent un petit peu leur capacité d'innover quand elles sont tout le temps à distance. Alors, il n'empêche que, si on en revient sur ta question, il y a des profils de personnes qui le vivent très bien et qui peuvent travailler pendant très longtemps. Alors, je ne sais pas encore si ils arriveront à faire ça toute leur vie, mais nous, on a des étudiants comme ça, des diplômés depuis quelques années qui travaillent pour des boîtes à l'international ou sur Paris et qui sont vraiment très heureux du coup de pouvoir bénéficier du salaire du développeur sur Paris et de vivre à Ajaccio ou à Calvi. D'ailleurs, si je peux rebondir sur ce point, d'un point de vue plus entrepreneur, comme du coup je l'ai dit tout à l'heure, nous, on vise à s'exporter sur Montréal actuellement. Et le truc qui est super important, c'est qu'en fait, nous, on n'aurait pas pu faire du 100% numérique. Pourquoi ? Et pourquoi je suis un peu moins fan de cette idée, personnellement ? C'est qu'en fait, ça nous amène, donc typiquement dans ce genre de cas-là, à voyager, à découvrir d'autres personnes, à découvrir d'autres entreprises, d'autres partenaires, d'autres clients. Ça nous ouvre un peu plus l'esprit, ça nous permet d'être plus créatifs, d'être plus réceptifs à certains besoins. Et au final, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, le fait de voir d'autres écosystèmes que le nôtre nous permet, quand on revient, de pouvoir améliorer d'autres écosystèmes qui n'ont pas pensé à certaines choses. Et en fait, en faisant le va-et-vient entre plusieurs écosystèmes, on peut permettre une espèce de pont et d'échange de matière entre ces deux entités-là. Et pour moi, pour un entrepreneur qui a envie de s'exporter à l'international, je pense que c'est le type de soft skill très, 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 très intéressant et notamment au niveau du développement personnel. Parce que concrètement, je peux appeler des clients, je peux rester ici, monter ma boîte sur Montréal, démarcher des clients au téléphone et faire mon affaire là-bas sans aucun encombre au final. Mais je loupe tous ces soft skills de développement personnel et de rencontre de nouvelles personnes et qui peuvent potentiellement donc du coup développer mon réseau, donc augmenter mes chances de réussite concrètement. Et si je veux monter d'autres business par la suite, j'aurai un réseau encore plus grand, donc j'ai plus de facilité au final à vivre en tant qu'entrepreneur, à aller rencontrer les gens plutôt qu'être dans le 100% numérique. Ce qui est pas un peu l'inverse, mais ce qui peut être remis en question en tant qu'employé du coup, qui pourrait profiter de cette situation pour le coup de gagner un peu plus d'argent et de vivre dans un autre... C'est un peu comme les frontaliers au final en Suisse ou au Luxembourg. Là, on s'est placé vraiment du côté du développeur ou de la personne qui fournit un service. Parce qu'à contrario, ça pose des problèmes aux entreprises, locales notamment. Parce qu'il y a du coup la débauche des meilleurs employés, parce que les entreprises locales, elles ont finalement un business qui tournait avec des coûts locaux, donc des coûts de salaire qui sont bien moindres que sur Paris ou aux États-Unis ou des choses comme ça. Et le fait que leurs employés soient sollicités par des entreprises sur le continent, ça leur pose pas mal de problèmes. Alors c'est rigolo parce que dans un petit programme de recherche qu'on porte avec la Fondation, on se pose la question de l'attractivité du territoire. Et par contre, sur le côté attractivité du territoire, tous ces aspects-là, ils sont vraiment très importants. Nous, au niveau de la formation, c'est les premières années où, donc, en fait, la formation de master, on a à peu près la moitié des étudiants qui ne sont pas sortis déjà de l'université des premières années, donc qui viennent sur le continent ou des étudiants internationaux. Et c'est les premières années où on a des étudiants, soit continentaux, soit internationaux, qui restent en Corse. Et qui restent en Corse parce que du coup, ils vont pouvoir travailler ailleurs et ils ont aimé la qualité de vie qu'il y a en Corse. Donc ça vient enrichir un petit peu aussi le territoire et c'est grâce à ces opportunités-là. Oui, en fait, ça serait des entreprises individuelles, donc quand on est freelance ou micro-entreprise. Là, on pourrait exporter nos talents à l'international et du coup gagner notre vie en restant sur le territoire qui nous intéresse. Mais par contre, du coup, ça serait les entreprises locales qui auraient le salaire qu'elles peuvent proposer inférieur, en fait, qui vont peiner à recruter. Mais peut-être que c'est le... Pardon, vas-y. Peut-être que c'est le seul moyen de, entre guillemets, de permettre aux entreprises corses
d'arriver sur le marché réel. De grandir. Final. Ouais, voilà. Ce qui va être plus dur, évidemment, parce qu'on a moins de moyens. Mais en gros, on a des gens qui permettent d'enrichir le territoire de manière générale, ce qui peut-être nous conduire à réussir à rehausser les salaires ici et à devenir compétitifs et à nous d'aller débaucher d'autres personnes qui se trouvent ailleurs au final. Donc, puisqu'on a quand même pas mal d'exemples, même en Corse, de personnes qui arrivent à recruter des gens qui sont sur le continent. Oui. Ce Donc, qui serait un cercle vertueux. On embauche quelqu'un de très compétent, peut-être qui n'a pas les compétences ici, et donc du coup, ça nous augmente le chiffre d'affaires, etc. Pourquoi tu rigoles? Je suis pas d'accord. Dis-nous ta façon de penser. Je rigole parce que je suis vraiment pas d'accord. Alors, je pense que ce que vous dites est très juste sur plein de points, mais par contre, sur la réflexion, je suis plutôt de l'école inverse. Nous, donc on a fondé Qualita en 2018. Nos premiers clients, à la base, c'est des clients à l'international. Donc on a travaillé à l'international avant de travailler avec les entreprises locales. Okay. Et aujourd'hui, on est à 95% dématérialisé. C'est-à-dire qu'on n'a plus de bureau, on travaille de chez nous, etc., etc. Les 5% qui restent, c'est des pourcents qui resteront physiques parce qu'on a besoin d'avoir un vrai contact humain avec des clients et des clients qui ont besoin de nous rencontrer. On fait de la prestation qui est, je vais dire premium, mais quand même qui est plutôt dans le haut des standards. Donc à un moment donné, quand un client paye une certaine prestation, il a besoin d'avoir ce contact humain-là qui est rassurant et pour lui et pour nous, hein, parce que voilà, il y a cet échange-là où quand on va faire de l'audit, quand on fait de l'accompagnement, qu'il faut bien aller voir comment ça se passe dans l'entreprise. Ouais. Quand on travaille sur de la com interne, il faut quand même qu'on aille discuter avec les gens sur place, former les équipes. Bon, il y a un aspect de contact qui est nécessaire. En revanche, les deux choses dont vous parliez, qui est exporter les talents et importer des talents, c'est des choses qui, moi, vont éthiquement me poser problème dans la façon dont ça va être conçu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des entreprises qui sont plutôt des entreprises locales et notre mission, c'est de les aider à grandir. En les aidant à grandir, elles ont un impact sur l'économie locale et donc sur la vie de notre société. En faisant venir des gens de l'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'arrive plus à former des gens chez nous suffisamment bons, donc on doit les faire venir. Donc on appauvrit notre formation, donc on va avoir encore plus de mal à recruter, donc on va encore plus appauvrir, etc. Et potentiellement, ça veut dire que des gens vont venir travailler pour des entreprises qui ne sont pas là, donc qui vont payer des impôts dans d'autres pays, qui vont faire bénéficier l'économie d'autres régions, d'autres territoires, alors qu'eux vont venir travailler ici et bénéficier d'un confort de vie qui va être plus agréable qu'à un autre endroit du monde ou même du pays. Donc je pense qu'il y a un vrai danger dans cette approche-là qui est d'appauvrir le territoire en exportant toutes les richesses sans faire venir de choses qui vont être profitables à l'économie locale. C'est pour ça que, alors je ne dis pas que c'est le cas, mais par contre je pense que c'est un vrai risque. C'est-à-dire que si on fait venir des développeurs seniors, si on fait venir des développeurs ou n'importe quel autre métier, je veux dire, si on fait venir des profils de compétences qu'on n'a pas chez nous et qu'on n'est pas capable de mettre en place des systèmes de formation qui vont nous permettre de créer ces profils-là chez nous, alors ce qu'on est en train de faire, c'est d'appauvrir complètement notre système de formation. Ça, je suis d'accord. Et si on fait ça, c'est toute notre économie locale qui prend le risque de ne pas pouvoir perdurer clairement là-dessus. Donc je pense qu'il y a un vrai arbitrage, il y a une vraie réflexion de fond à se poser sur comment on fait fonctionner pour que les entreprises locales puissent recruter localement. Je dis pas forcément des Corses, mais je veux dire des gens qui vivent ici, qui sont ancrés dans la société. C'est pas une notion de provenance ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est une notion d'ancrage dans la société pour que les salariés puissent faire bénéficier à la région de leurs compétences, de leur richesse au sens très large du terme. Il faut qu'il y ait une réflexion d'abord locale et par la suite plus globale. Et je pense que le raisonner à l'inverse, c'est un peu dangereux. Pour moi, c'est pas une menace. Pour moi, c'est pas quelque chose qui peut se réaliser. Parce qu'il y a des formations, là on le voit, on a deux enseignants à la table, deux personnes qui enseignent, on va dire, des formations qui sont quand même très qualitatives. On a quand même une provenance de gens de chez nous. Je parle pas là, comme toi, je parle pas de
de Corse, voilà. Mais des personnes qui vivent ici, on a quand même un fort taux de personnes qui vivent ici qui restent ici. Ou alors ça voudrait, ou alors des personnes qui vont partir sur Paris parce qu'elles vont dire bon, j'ai envie d'aller quelques années sur Paris. Ça peut être des personnes qui ont envie de revenir ici et qui vont être développeurs seniors. Bien et sûr. pour autant, on va pas perdre je sais pas comment finir ma phrase, mais Non, mais je pense, pardon. En fait, ça dépend vraiment des profils. Ce qu'il y a, on est d'accord avec toi, je pense. C'est sur la masse. Il faudrait pas qu'il y ait Exactement, qu'en termes de quantité, il y ait énormément de fuites pour peu de personnes qui rentrent. C'est Oui. ça. Après, c'est plutôt des histoires de politique publique. Là, on rentre, c'est comment attirer les talents et garder les nôtres aussi. Ouais, C'est ça. clairement. En fait, Oui, c'est la fuite des cerveaux. Il faut trouver un juste C'est ça. milieu dans ces deux Mais parties-là. je pense qu'on est tous pour dire que le mieux, c'est d'en attirer le plus possible et Clairement. de garder aussi tous les nôtres. Bien sûr, et d'en former chez nous et de non. continuer cet Après, écosystème. oui, en former, ça dépend les domaines. Je pense que ça fait des années et ça marche. Enfin, les formations marchent plutôt bien. Après, on ne peut pas former sur tout parce que le territoire il est trop petit. Même si on Bien a sûr. des formations très très attractives, il y a des domaines qu'on n'arrivera pas. Enfin, un jeune Corse qui a un bac mention très bien, qui veut faire une école d'ingénieur, être reconnu, pour l'instant, il part sur le continent. Mais encore, ça va être compliqué d'avoir une école qui est l'équivalent, où tu passes par l'X avant, qui serait les mines ou des choses comme ça. Centrale et ça va être difficile, mais c'est peu de personnes. Et encore une fois, ça se joue sur la masse. Et sur la masse, moi, je m'aperçois qu'on garde à peu près toujours autant de personnes formées. Et par contre, l'aspect de... alors, il y a ce que tu as dit, c'est-à-dire que ça a tiré un peu les salaires vers le haut, le fait de cette concurrence nationale, voire mondiale. En informatique notamment, par rapport à il y a une dizaine d'années, les salaires ont été tirés par le haut. Ils ont aussi tiré par le haut parce qu'on a des entreprises qui ont très bien réussi, qui marchent très très bien. Pour les citer, par exemple Good Barber, Sagesse Informatique et Jellismac, ce sont des entreprises qui, du coup, ont les moyens de s'aligner, peut-être pas sur les salaires parisiens, mais sur les salaires qu'on va retrouver autour de Nice, des choses comme ça. Donc, ils arrivent à la fois garder les bonnes personnes qui sont formées chez nous et attirer également des personnes. Alors, attirer, c'est souvent des Corses qui reviennent. C'est rarement... c'est souvent des Corses qui reviennent. D'ailleurs, typiquement, Jellismac, c'est quand même une licorne. Donc, en fait, concrètement, ils arrivent à s'aligner avec n'importe quel salaire dans le monde aujourd'hui. Ils ont, je sais pas. Mais c'est un très bon exemple. Bien sûr. Le pôle développement, il était à Corté pendant des années, 100% à Corté. Et là, maintenant, ils ont des bureaux à New York, à Paris. Enfin, je veux dire. Pareil chez Good Barber, avec une antenne à New York, avec une antenne à Lisbonne. Ouais, à Lisbonne, c'est ça. Moi, quand j'y étais, on avait des country managers qui étaient pour la plupart directement dans les pays. Ouais. Donc c'est intéressant. Et pareil, on en revient à la question tout à l'heure de dématérialiser entièrement ou pas. Ouais. Quand on est une entreprise qui travaille à l'international et qu'on a des marchés différents, c'est aussi bien d'avoir quelqu'un qui a un ancrage local. Quand il sort faire ses courses le week-end au supermarché, c'est le supermarché du territoire sur lequel on veut vendre son produit. Ouais. Parce qu'il y a cette compréhension de la vie réelle, quoi. Donc, ouais, et du coup, du marché. Bien sûr. Complètement. J'aimerais qu'on parle des étudiants qui se lancent en freelance. Est-ce qu'ils se lancent avant leurs études, pendant leurs études ou après ? En plus, on a deux cas ici qui vont pouvoir très bien nous en parler vu que c'est du vécu. Hein ? Tu vois, toujours dans ce... Alors, ta question, elle peut reboucler avec l'autre que tu nous avais posée sur un moment donné, auto-entrepreneur pendant ses études, après ses études. Oui. Et quand est-ce qu'on crée une entreprise ? Et en fait, on a des étudiants depuis quelques années qui sont auto-entrepreneurs pendant leurs études et qui sont coachs d'équipes qui forment des jeunes joueurs sur League of Legends et qui se font payer comme ça. Et donc, du coup, sur ta question sur l'entrepreneuriat, alors j'étais assez surpris parce que du coup, j'ai interrogé mes étudiants de dernière année pour leur demander qui souhaitait plus tard créer une entreprise et ils étaient la moitié. Et voilà, franchement, ça m'a vraiment surpris. C'est beaucoup, et surpris parce que c'est beaucoup. Alors après, du coup, c'est une idée comme ça. Peut-être que tous les ans, ils m'auraient répondu la même chose parce que la concrétisation, c'est plutôt 1 sur 20, généralement. Clairement. Et ils ont sur les j'en ai une vingtaine, sur la dizaine, ils avaient quasiment tous. Alors il y en a qui sont déjà auto-entrepreneurs, donc ça c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup pendant leurs études. Ceux qui ne sont pas alternants, ils vont essayer de monnayer finalement ou de payer leurs études en faisant
en faisant un petit peu de freelance. Et ils ont tout de même tous la même démarche, qui est donc auto-entrepreneur, ça va pendant les études, mais après, c'est de trouver un travail, de capitaliser de l'argent, mais surtout de l'expérience et du réseau pour monter son entreprise par la suite. Et donc, c'est tout de même, je trouve, une vision un peu vieillotte, que j'avais moi d'ailleurs, à l'époque, c'est pour ça que je me permets, où je m'étais dit, moi aussi j'avais l'envie de monter une boîte en Corse, et je m'étais dit, bon, mais je vais partir travailler sur le continent. Et en fait, bon, ça s'est jamais passé comme je l'imaginais à l'époque, mais c'est, je pense, une erreur, et c'est peut-être quelque chose qu'il faut réussir à faire changer si on veut qu'il y ait plus de création d'entreprises et que l'entrepreneuriat prenne vraiment le pas. Alors, il y a le pôle Pépite qui est hébergé à l'université et qui est un pôle national et qui vraiment met tout à disposition pour que les étudiants entreprennent pendant leurs études, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut qu'ils commencent à penser leur... en créant un statut spécial d'étudiant entrepreneur avec des accompagnements et même la possibilité de réaliser leur alternance dans leur propre entreprise. C'est exactement ce que j'ai fait moi. Vraiment, mot pour mot. En fait, moi, j'étais en stage chez Accelerio à l'époque, pendant mon BTS. Et mon stage s'était super bien passé. Cependant, j'avais envie de continuer de travailler dans l'entreprise l'été. Et donc, du coup, j'ai monté une autre entreprise et je me suis mis d'accord avec Andrea à l'époque, qui est CEO de Accelerio. Et du coup, j'ai commencé à travailler. C'était ma première expérience. Alors, c'était pas vraiment je me lance, je vais trouver des clients, etc. Sauf qu'à un moment donné, après ce stage-là, etc., en restant en alternance dans la même entreprise et tout, j'ai décidé de commencer à créer des sites internet un peu pour moi, pour développer mon expérience. Et puis en plus, moi, je travaillais souvent le soir, donc j'en profitais pour essayer de monnayer ce temps-là au final. Et puis par la suite, j'ai rencontré mon associé au BTS aussi. Et du coup, j'ai créé ma première SAS juste après, dans la foulée. J'étais en freelance à 18 ans. À 19 ans, j'ai monté ma SAS. Et j'étais toujours à l'école, en BTS ou en école d'ingénieur, je sais plus. Et je faisais mon alternance, pas dans ma boîte au départ, mon entreprise, mon école. Et puis après, j'ai quitté mon alternance et je me suis mis en alternance dans ma propre boîte. Voilà. Ok. Ben moi, j'avais un peu cette idée, comme tu avais Paul Antoine, c'était de... bon, j'ai fait mes études à Corté, moi j'avais mon petit boulot à côté qui me permettait de payer mes études, et je m'étais dit, moi je vais partir sur le continent, je vais faire carrière, et puis je vais revenir là à 40 ans, et puis je vais créer mon entreprise. Je suis jamais partie. Voilà, faut le dire, je suis jamais partie, que ce soit pour des études ou même pour un travail. Et j'ai cherché du travail directement ici, que je n'ai pas trouvé en communication. Et donc, j'ai monté ma société au début, un peu par dépit, en me disant... Tu as créé ton emploi. Ben voilà, mais si j'ai l'opportunité de faire quelque chose après, je lâche l'entreprise et je fais quelque chose après. Au final, l'entreprise a très bien marché et ça m'a confortée dans l'idée de... bon, c'est peut-être pas une mauvaise idée de continuer dans cette voie-là quand même. Passager, en fait. Quand au moment où tu montes ta boîte. Sur le moment, oui, c'était passager parce qu'en fait, j'avais pas à ce moment-là l'envie de créer une entreprise. Okay. C'est juste que quand je l'ai fait, ça a tellement bien marché que je me suis dit, en fait, le moment, c'était peut-être pas à 40 ans, c'était maintenant. Ouais, le moment. Donc, en fait, je vais pas tout quitter pour partir et soit continuer tes études, soit faire du travail, alors qu'au final, ça marche maintenant. Donc, l'entrepreneuriat, comment il arrive dans une vie, ça, je pense que soit on a déjà son idée toute tracée, je suis pas sûr, parce que généralement, si on a l'idée toute tracée avant qu'on se jette dans le grand bassin, il y a un petit moment quand même. J'ai une amie qui est comme ça. Ça fait 6 mois qu'elle réfléchit à l'entrepreneuriat, qui s'est lancée un peu, mais qui s'est lancée en octobre. Non, et puis elle a suivi un accompagnement. C'était une autre démarche. C'était une autre démarche que de la procrastination. Mais au mois d'octobre, elle a créé son entreprise et elle, ça a vraiment été une volonté de se dire à cette date max, il faut que j'ai créé mon entreprise. Bon, mais c'est bien. Au moins il y a des deadlines. Enfin, je veux dire, parce que généralement il y a ce piège de
je vais monter mon affaire, peut-être un jour Ouais. éventuellement. Mais là, Je c'était une procrastine, deadline et avec un accompagnement. Donc, c'était. Ouais, c'était Mais cadré, c'était c'était. super. Voilà. Ouais. Mais d'où un peu mon idée de me Ouais. dire, au bout d'un temps, je sais que je vais Bien créer sûr. mon entreprise. Je sais alors que c'était un peu ton cas. Ouais, Aussi. Moi, c'est pareil. On a créé l'entreprise parce qu'on ne trouvait pas le travail qu'on voulait et on ne trouvait pas les patrons qu'on voulait avoir. Enfin, il y a ce truc-là de Bien sûr. la nécessité fait loi. Alors, déjà, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Je pense qu'on peut entreprendre à n'importe quel âge. Ça me paraît évident. Mais par contre, tous les deux, vous êtes des licornes parce que le nombre d'étudiants qu'on a en première, deuxième, troisième année, qui se mettent à leur compte en parallèle et qui vont faire des prestats de choses qu'ils sont encore en train d'apprendre. Moi, ça me terrifie. Tous les ans, j'en vois passer beaucoup. Alors, quand c'est une auto-entreprise sur un truc qui n'a aucun rapport, sur un domaine de compétences qu'ils ont, typiquement, le jeune qui va être coach sur League of Legends à côté de ses études, c'est génial. En revanche, tous les ans, chez les chargés de com, il y en a toujours 2, 3, 4, 5 qui sont community managers en auto-entreprise. Ils n'ont jamais fait de com de leur vie, ils ont un BTS, NDRC, et ils vont démarcher des gens. Et on est sur un territoire qui est encore un peu fragile en termes de compréhension des entreprises de leurs besoins et de capacité des entreprises à qualifier leurs besoins. Et en vrai, je pense qu'un bon 20% de nos clients sur la presta site web, c'est des gens qui viennent nous voir en disant voilà, j'ai fait travailler un petit jeune que je connaissais, un jeune du village, le fils de ma cousine, enfin bref, qui fait ses études, mais je me rends bien compte que ça va pas. Et on rattrape des trucs où je pense que c'est un vrai problème de fond. Déjà parce que je pense qu'il y a une difficulté d'auto-évaluation et de capacité à comprendre ce qu'on est capable de faire, surtout quand on se lance dans des études. Dunning-Kruger, on a l'impression d'être très bon et en vrai c'est quand on commence à être pas mauvais qu'on se rend compte à quel point on encore plus quand on n'est on pas est mauvais. développeur. Mais je veux dire, typiquement en informatique, c'est le pire cas. C'est le nombre de jeunes que j'ai vus en première année de BTS développeurs d'appli ou de choses comme ça. Sur les CV avec les 5 étoiles. Ils sont full stack. Full stack 5 étoiles sur 10 langages différents. Il y a un vrai... je pense qu'il y a un vrai problème. Alors, il y a l'inverse, des entreprises qui attendent de juniors qu'ils aient des niveaux de seniors. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez 15 ans d'expérience en React? Bah non. J'ai commencé l'année dernière. Compliqué, hein. Voilà, des choses comme donc, ça. tu as vraiment des étudiants, toi, qui pendant leurs études, tu te dis, tu en as à peu près 5 par année qui sont en même temps auto-entrepreneurs. 5 qui le disent. Je pense que le chiffre est un peu plus élevé. Mais il y en a vraiment beaucoup. Alors, souvent, ils ont créé le statut, ils vont pas forcément activement démarcher des clients, etc. Mais si à ils en ont un ou deux par du bouche à oreille. Et rapidement, au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure qu'ils progressent dans les domaines de compétences, ils se rendent compte de leurs limites. Et donc, du coup, ils vont d'eux-mêmes adapter leur offre et leur discussion client. Globalement, on a des étudiants qui ne sont pas bêtes non plus. Je veux dire, ils sont quand même capables de réfléchir et de se rendre compte de leur positionnement. Mais il y en a toujours quelques-uns où j'ai souvenir, il y a quelques années, d'un étudiant en web design où le type avait un profil de graphiste à temps plein où il essayait de vendre des prestats où on disait mais t'as pas encore ouvert le logiciel en fait. Là, tu es en train d'essayer de vendre des prestats de logos. T'as encore même pas fait de culture de communication. Tu sais pas ce que c'est qu'une marque. T'as pas ouvert Illustrator, t'as pas ouvert Photoshop, t'as pas ouvert n'importe quel. Là, c'est un autre délire, clairement. Et on en a tous les ans des profils comme ça. Donc, l'entrepreneuriat, c'est génial, à n'importe quel âge, mais avec la nuance des compétences. Des compétences. Après, sur l'informatique, ce qui est compliqué, là, c'est vrai que je rejoins cet aspect-là, c'est qu'il y a l'aspect un peu magique. Il y a finalement un décalage tellement important entre quelqu'un qui ne sait pas du tout faire quoi que ce soit et quelqu'un qui s'est un petit peu développé, que sur le un petit peu développé, on vend du rêve à celui qui ne sait pas du tout... les frameworks. C'est super dur pour des personnes qui s'y connaissent pas du tout d'imaginer ce que ça peut représenter, alors qu'en finalité, c'est super simple, mais ça paraît compliqué. Du coup, on imagine qu'en fait, en face, on a un génie.
Alors que Oui, pas mais du bon, tout. ça peut être super simple, mais pour avoir quand même un bon site développé avec de l'UX, de l'UI, des Bien choses sûr. comme ça, bon, ben, en première année, je pense qu'ils sont peut-être pas capables d'arriver au bout de leur... Alors ça va dépendre. Moi, par exemple, pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, j'ai travaillé pour une entreprise de prestation de services. Donc du coup, je voyais très bien ce qui se passait, où on avait le graphiste avec les maquettes, j'avais tout le déroulé de A à Z. Je savais sur quoi j'étais bon, je savais sur quoi j'étais moins bon. Je prenais la partie où j'étais le plus fort et c'est ce que je proposais Oui. à des gens. Non, mais Et fin de tu l'histoire, as par adapté exemple. aussi Ouais. tes services à tes compétences. Ouais, Mais alors, on parle après, ce qui est bien... des cas où ils disent bon, mais moi Oui. je te fais tout, Oui, tant je des sais sites faire, alors je sais internet, pas. que de l'événementiel, que de la communication, des réseaux sociaux, de l'affichage, de la publicité, etc. Ouais, je suis Bon, mais d'accord. peut-être pas. Ouais, peut-être pas. Mais par contre, l'un n'empêche pas l'autre dans le sens où si par exemple ton travail c'est de faire ça, quelque chose en particulier, rien ne t'empêche d'aller graviter autour pour toi découvrir et attiser ta curiosité sans pour autant le vendre. Enfin moi en tout cas c'est ce qui s'est passé avec moi où je devais pas faire certaines choses. Mais je les ai faites sans les commits et les mettre en production pour tester en fait. Et en fait, quand je retournais dans mon entreprise la journée, du coup, j'ai réexpérimenté ce que j'avais testé. Ça marchait, je consolidais mes compétences et du coup, je pouvais le rajouter dans mes prestations et augmenter mon panel et augmenter mes cibles au final. Donc ça, moi, c'est un peu ce que j'ai fait sans trop le montrer parce que je savais pas le faire. Mais une fois que j'ai su, après, j'ai pu le... Mais c'est ce que je te dis, c'est qu'en vrai, vous êtes des licornes. C'est-à-dire que vous êtes des profils qui sont plutôt rares par rapport à la majorité des étudiants. Est-ce que toi, tes étudiants, après, ils continuent quand même dans leur entrepreneuriat ou est-ce qu'ils vont aller chercher, un peu comme nous disait Paul-Antoine, des... Alors moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'étudiants en alternance. Du coup, ils n'ont pas ils ont pas vraiment le temps. Et bon, on leur met quand même pas mal de pression, donc ils ont beaucoup de choses à faire. Non, mais est-ce qu'ils finissent dans ces entreprises-là, du coup? Bien sûr. Ils finissent dans ces entreprises-là? Ouais, il y a des taux d'embauche, d'accès à l'emploi qui sont quand même assez intéressants. Après, globalement, l'alternance, c'est une bonne passerelle, un bon tremplin. C'est comme un gros stage, en fait. Avec les contraintes de la réalité, c'est-à-dire qu'on les fait travailler sur des TP ou des projets et tout, c'est sympa, mais c'est pas concret. Ils peuvent se tromper, c'est pas grave. Bien sûr. Là, par contre, il n'y a pas droit à l'erreur. Là, par contre, il appuie sur le bouton publier. Avec 20 000 abonnés. Bon. Il y a pas les mêmes problèmes. Après, il y a la gestion de crise. Au moins, il expérimente directement. Parce que c'est une communication de crise. Ça veut dire qu'il vient tard, normalement, dans l'année. Il vient pas tout de suite. Il peut pas tout de suite. Après, non, l'alternance, c'est la formation aussi. Donc, c'est rare qu'un alternant, nous aussi en master, la formation est en alternance, et on essaye de faire en sorte qu'ils soient dans des entreprises qui ont compris le concept de l'alternance, c'est-à-dire accompagner l'étudiant dans sa formation. En théorie, et il y a personne qui peuvent pas pousser du code, par exemple, si on parle comme ça, en prod, sans l'aval du tuteur ou des choses comme ça. Normalement. Oui, mais bon, ça c'est déjà vu. Moi, je prends l'exemple d'Andrea Bonapersona dont tu parlais tout à l'heure, où l'année dernière, il avait un alternant que vous avez après, je dis vous, mais les personnes après qui travaillaient dans l'entreprise, qui ont essuyé ces bêtises parce qu'il avait laissé sa commande de kebab dans les lignes de code. Bon. J'ai erasé le commit. Oui, mais du coup, ça veut dire que... Ça veut dire que dans le process, tu vois, normalement, ton code, tu le mets dans une branche, il doit être reviewé, examiné par la personne qui t'encadre. Et donc, tu dois faire du code review. Et une commande de kebab ou de ce que tu veux, en code review, ça passe pas. Après, il y a une autre problématique, c'est que ça, c'est complètement vrai et ça doit être vrai systématiquement. Sauf qu'il y a des modèles où, quand on est une très jeune start-up, notamment comme on a pu l'expérimenter sur une ancienne start-up, des fois, il n'y a pas le temps pour faire ce genre de truc-là, même si c'est complètement une mauvaise idée. Mais sur des petites structures, c'est là où ça va arriver. Généralement, ça n'arrivera pas sur des grands groupes ou sur des grosses entreprises. Et puis, à un moment donné, dans la vie de l'alternant, alors au début, il est très encadré, mais au fur et à mesure qu'il évolue dans l'entreprise, sur une fin d'alternance, entre le moment où il finit son alternance et le moment où tu le prends à temps plein, techniquement, il faut que ce soit prêt. Voilà, donc ça veut dire que sur une alternance, sur ton début de l'alternance,
qu'un alternant soit très encadré, c'est normal. Par contre, en théorie, il est censé récupérer pas mal d'indépendance. Alors, sous l'aval d'un N+1 systématiquement, mais je veux dire, il est quand même censé avoir un petit peu plus de liberté sur les choix, sur les recos. Sur développer une autonomie, concrètement. Ou je sais pas, on a des alternances qui peuvent être plutôt longues, même 2, des fois 3 ans d'alternance. Ouais, moi, j'en ai fait 4. Entreprise, voilà. Au bout de 3 ou 4 ans d'alternance dans une entreprise, tu peux normalement, le N+1, il est pas derrière toi à vérifier ce que tu fais en permanence. Oui. Bon, et puis ça va dépendre des tâches aussi. Ça dépend des profils, ça dépend des tâches, ça dépend de beaucoup de choses, de l'importance, mais de même sur un des an, risques. je dirais, au bout d'un moment, tu te dis quand même sur ces tâches-là, très précises, la personne, elle est capable d'être en autonomie. Bon, ben... Non, tu lâches. Bon, après, je comprends le problème de l'alternance, des fois, c'est effectivement, il y a des structures. Une start-up, c'est pas, une petite start-up qui se monte, c'est pas le truc le plus adapté pour qu'un étudiant s'épanouisse en alternance. Je suis d'accord qu'à la fin, l'intérêt de l'alternance par rapport au stage, c'est que très rapidement, ça devient un employé à part entière, l'alternant. Ouais. Mais au départ, tu vérifies. Si tu sais qu'il est un peu tête en l'air, tu vas le vérifier tout au long de son cursus. Oui, voilà. Si tu as confiance en lui, à la fin, il va pouvoir mettre des choses en prod. Mais il y a la structure d'accompagnement est vraiment importante parce que l'alternance, c'est super pour les étudiants. Il faut vraiment avoir conscience et qu'eux qu'ils arrivent à faire des études payées d'un bon niveau. Alors toi, peut-être tu l'as connu, tu es plus jeune, mais moi, je sais pas. Moi, c'était pas le cas. Moi, je faisais des stages qui n'étaient pas du tout gratifiés. Donc, c'est vraiment une chance pour eux. Et cette chance, c'est un partage ou gagnant-gagnant. L'entreprise, elle forme quelqu'un super spécifique pour le poste. Elle arrive à cibler les soft skills de la personne au fur et à mesure. Mais elle doit également l'accompagner. Elle est vraiment garante de l'évolution. C'est pour ça que d'ailleurs l'alternance marche très bien. Nous, la plupart de nos majors de promo, ceux sont des alternants aussi, parce que l'entreprise joue le jeu. Et en fait, l'étudiant, c'est pas simplement un stage. Il gagne en compétences pendant les cours et il gagne en compétences énormément aussi pendant l'alternance. Et c'est souvent grâce aux encadrants. Le seul truc, moi, je pense que c'est mieux pour un alternant d'être en start-up plutôt dans un grand groupe. Alors, j'ai vu plusieurs cas différents, notamment quand j'étais en école d'ingénieur, j'avais des collègues qui travaillaient chez Amadeus ou chez Thales, des très très grands groupes. Et à l'inverse, moi j'étais dans une start-up. Oui. Concrètement, je sais faire plus de choses plus rapidement, que j'ai assimilé plus vite. De manière globale. Après, évidemment, ça dépend. Oui, parce que tu avais un peu plus d'autonomie. C'est une question de profil. Non, bien sûr, mais le truc, c'est qu'il y a aussi une espèce de... non, je suis vraiment pas sûr parce qu'il y a quand même une gestion de risque qui est différente. On sait très bien qu'il n'y a pas énormément de ressources, du coup, on va quand même compter sur nous à un moment donné. Donc, il y a un peu le sens des responsabilités. Il y a énormément de soft skills qui sont... après, il faut supporter cette charge. Je dis pas que c'est facile. Mais en tout cas... Je veux dire que si on a vraiment envie de le faire et de foncer, on va apprendre beaucoup plus de choses que quelqu'un qui est chez Thales, qui a un N+1, +2, +3, +4, +5, +6, et qu'au final, la seule chose qu'il va faire de la journée, c'est changer un bouton. Tu caricatures. Je caricature totalement, bien sûr. Ça dépend. Mais je trouve qu'il y a un mouvement de liberté. Ça dépend du profil. C'est ça dépend de la personne et de l'encadrement. Je sais que nous, on a des alternants chez EDF depuis des années, qui est du coup le gros groupe où c'est tout super bien cadré. Et on a des alternants dans à peu près, on en a eu dans toutes les startups corse, que ce soit qui a marché, comme qui n'a pas marché, Icar, Volpi, Good Barber, Jelly. Et en fait, c'est vraiment le profil de l'étudiant. Après, c'est vrai que la start-up, souvent, elle est plus attractive. Donc, elle arrive à choper des meilleurs profils parce que c'est plus fun, finalement. C'est plus dynamique, c'est plus jeune. Ouais. Donc, tu as les profils plus autonomes, ceux qui sont vraiment plus en recherche en amont, ils vont plutôt atterrir dans un défi des enjeux. Enfin, moi, personnellement, c'est ça que je recherchais. Et je l'ai trouvé. Même un peu plus que ce à quoi je m'attendais, concrètement. Bon, on en arrive sur la dernière question, c'est la question piège. Vous la connaissez. Est-ce que les entreprises, et là je parle de tout statut confondu, ça peut être micro-entreprise comme une SAS, une SARL. Voilà, c'est ça. Qui misent tout sur Internet, sont-elles visionnaires ou prennent-elles un gros risque ? Avec toujours ce cas de une entreprise qui est ici, en Corse. Aucun des deux. Moi, je pense que ça dépend du type de business de manière générale. L'entreprise du numérique,
à une entreprise du numérique. Ça peut être un peu avant-gardiste parce que du coup, on est quand même sur un marché qui est un peu différent des autres marchés. Et je pense qu'on a un certain petit retard par rapport aux autres marchés. Donc je pense qu'il faut accompagner cette transition. Maintenant, de pouvoir trancher à dire est-ce qu'on est avant-gardiste ou est-ce qu'on prend beaucoup de risques, je ne sais pas. Parce qu'en soi, les clients pourraient avoir peur. Mais si le travail est super bien fait et que le rendu est exceptionnel, même si on ne s'est pas rencontré, ça va. Ça m'est déjà arrivé de ne pas rencontrer des clients qui sont ici, ça s'est très bien passé. Et de la même manière avec des clients que j'ai vus. En fait, j'ai remarqué surtout de mon point de vue à moi que j'ai des clients qui ont besoin de me voir. Alors après, tout dépend évidemment des prix, des prestations, ça dépend de ce que je dois développer, etc. Mais ça peut aussi m'arriver d'avoir à développer vraiment un simple plugin qui va prendre que quelques jours et que ça va être facile à faire, mais la personne a quand même besoin de me voir. Donc je suppose que être fermé complètement à rencontrer les gens, c'est un peu une petite bêtise, mais à la fois je trouve pas qu'on prenne autant de risques que ça, quoi. Voilà. Je vais détourner un peu peut-être, enfin ma réponse détournera ta question. Je pense que se passer d'Internet, ça serait vraiment une folie. Après, tu veux développer quelque chose purement local pour tu vois, une cible clientèle bien précise et où tu n'aurais pas besoin d'Internet, tu vas pouvoir le faire. Enfin, je pense que ça doit marcher. Mais si tu imagines faire grandir ton entreprise, ton nombre d'employés, ton chiffre d'affaires, se passer d'Internet aujourd'hui, c'est impossible. Je pense que c'est pas possible. Ouais. Je pense ça serait ça le gros risque. Ouais, surtout. Je pense que c'est l'inverse. Ouais. Et puis, entreprendre, c'est prendre un risque. Je veux dire, à partir du moment où tu montes un projet entrepreneurial, tu as fait un business plan, tu as réfléchi à une zone de chalandise, tu connais des clients potentiels, tu as fait des analyses de cibles, des benchmarks. Donc, que ce soit du tout numérique ou pas, en fait, ton format tout numérique, il correspond à ce que tu as identifié comme étant la meilleure stratégie possible pour la création et la croissance de ton business. Ouais. Donc, dès l'instant où tu es dans... tu as fait ton travail en amont, je veux dire, ça reste un risque parce qu'entreprendre, c'est un risque. Si c'est visionnaire, c'est parce que tu as identifié un problème que personne ne résout aujourd'hui et que ta solution, elle est incroyable. Mais ce n'est pas forcément une question de numérique. C'est une question de projet entrepreneurial. Mais effectivement, sans Internet aujourd'hui, c'est compliqué. Ça devient compliqué quand même. Ok, super. Ben, on en arrive à la fin de cette table ronde déjà. C'est passé super vite. Ça fait déjà plus d'une heure. Merci encore à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Donc, c'était un épisode de Capsule qui est financé par la M3E et BPI France. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.